Bonjour Nadia. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Nadia, j'ai 39 ans, donc je suis maman d'une grande fille maintenant de 20 ans. Je suis AESH. En fait, j'accompagne les enfants en situation de handicap dans leur scolarité, sous la responsabilité de notre chef d'établissement ou du directeur de l'établissement. Et comment tu as découvert ce métier? Eh bien, par hasard, en fait. J'ai passé ma formation d'aide médico-psychologique que j'ai travaillé pendant 4 ans en structure médicalisée dans différents établissements, genre le MEX, les Tourelles, etc. Et un jour, j'ai travaillé dans une institution qui m'a tellement plu, en fait, je me sentais tellement à l'aise que je me suis dit, allez, je me lance, je fais ce métier, sauf que manque de peau, pas de place. Du coup, je me suis retrouvée à chercher. Et puis un jour, j'ai une de mes collègues qui m'a parlé justement du métier d'AESH, qui m'a donné les coordonnées donc du monsieur qui gérait les personnes de ce métier. Et donc j'ai appelé. Et la personne m'a rappelé automatiquement, m'a demandé d'envoyer mon CV, et là je me suis lancée. Donc je suis arrivée à l'aveugle en fait, je ne connaissais pas du tout ce métier. D'accord, donc entrée en formation, comment ça s'est passé? Alors la formation c'était pas tout de suite, j'ai commencé en novembre 2017 et j'ai dû faire une formation peut-être 6 mois après. Donc je suis vraiment rentrée dans le métier sans forcément connaître, savoir exactement ce que je faisais. Mais j'ai eu de la chance en primaire de tomber sur une très bonne directrice qui m'a énormément fait confiance et qui m'a beaucoup appris, et pour le coup... La formation après elle est arrivée, mais voilà, je savais déjà personnellement que c'était le métier que je voulais faire. D'accord, puis tu avais déjà des bases solides par rapport à ta formation initiale d'AMP. Exactement. D'accord. Après l'environnement scolaire, est-ce que ça a été facile à appréhender ou il a fallu que tu tâtonnes pour prendre tes marques? Ça a été très dur parce que je suis une élève, quand j'étais plus jeune, qui ne suivait pas du tout l'école. En fait, j'étais une très mauvaise élève et pour le coup, non, j'avais un peu peur au début, surtout au collège. J'appréhendais beaucoup le collège, les enfants étaient plus grands que la primaire forcément, donc le comportement pas le même, l'appréhension, il y a plein de choses qui venaient, qui n'étaient pas très... Voilà, j'avais un peu peur, clairement, il faut dire les choses. Mais en fait non, j'ai une très bonne équipe qui m'a accueillie, les enseignants étaient top, donc je me suis vite mis dans le pli, et puis moi j'adore les enfants, donc forcément le lien est très vite passé. D'accord, et donc ça fait 2 ans que tu es au collège, c'est ça? D'accord, donc tu travailles avec une équipe pédagogique peut-être plus importante. Comment ça se passe le travail en lien avec ses collègues de travail? Alors on commence tout d'abord par des réunions. En fait on fait des réunions qui s'appellent les ESS. Les ESS c'est ce qui permet de rassembler les parents, l'équipe pédagogique, le directeur, la directrice adjointe et la CPE. Et suite à ça en fait on met en place un GEVASCO, et c'est ce GEVASCO qui va permettre justement à cet enfant de pouvoir prétendre à avoir une aide. Et suite à cette aide, on verra les besoins qu'il aura par rapport au dossier qui sera fait par le médecin. D'accord. Donc c'est le GEVASCO qui détermine combien de temps d'accompagnement tu vas assurer auprès de l'élève, ou est-ce que c'est un autre outil, un professionnel différent qui le détermine? Alors le GEVASCO, il va plus être rempli par le collège ou par l'établissement lui-même, et c'est un coordinateur qui va venir sur les lieux pendant l'ESS qui va voir exactement les besoins de l'enfant. Après, il faut faire un dossier MDPH, voilà, c'est plus compliqué. D'accord. Est-ce que tu appelles le coordinateur, est-ce que c'est l'enseignant référent? Non. Non? C'est une autre personne encore? Oui. D'accord, ok. Et ensuite, ce GEVASCO, donc, tu dis qu'il est à l'initiative du collège, oui. Mais à quel moment les parents rentrent dans la boucle? Est-ce qu'ils peuvent être à l'initiative? Est-ce qu'ils peuvent être à la demande de cette mise en place d'accompagnement? Bien sûr. Ou entre guillemets, c'est plutôt l'éducation nationale qui va soumettre cette proposition aux parents? Dans quel sens ça se fait? Alors, je vais parler de mon vécu parce que je ne sais pas exactement le pourquoi du comment. On n'a pas vraiment eu de formation là-dessus. Voilà, on n'est pas trop renseigné sur ça, mais de mon vécu à moi, en primaire, on avait des enfants qui avaient des difficultés, et c'est l'enseignante à ce moment-là qui a lancé l'alerte à une équipe pédagogique qui faisait partie de l'établissement, pour après justement faire une demande auprès des parents, et les parents font une demande auprès de la MDPH pour savoir s'ils ont potentiellement l'accord d'une aide. Dans ce sens-là en fait.
Moi, c'est comme ça que je l'ai fait en primaire. Il me semble qu'effectivement, voilà. c'est Après, au collège, je pense que ça fonctionne pareil. Il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà la demande MDPH qui a été acceptée, donc ont déjà l'aide humaine, et qui, au bout du compte, garderont l'aide humaine après au collège. Mais il y aura quand même tous les ans une ESS qui sera faite pour savoir si on continue ou pas l'aide humaine. D'accord. Est-ce que c'est lors de cette ESS qu'on va te présenter l'enfant et ses particularités, c'est-à-dire là où il aura besoin de ton aide, et surtout les modalités d'accompagnement? Ce que je veux dire par là, c'est que pour certains enfants, il faudra par exemple lire les consignes. Oui. Pour d'autres, il faudra écrire à leur place, etc. Enfin, il y a tout un tas d'accompagnements, mais tu pourras nous en parler davantage. Est-ce que c'est lors de cette ESS que c'est décidé? Non, malheureusement, l'ESS, on doit la faire dans le milieu de l'année. Enfin, encore une fois, je parle de mon expérience. L'enfant, exemple, l'année dernière, en fin d'année, j'ai rencontré l'enfant que j'allais avoir l'année d'après. D'accord. Donc on a échangé pendant une petite demi-heure, je lui ai fait visiter l'établissement, enfin tout s'est très bien passé et c'est comme ça qu'après j'ai su... Donc je savais sa pathologie en fin d'année et pendant les 2 mois d'été, donc les 2 mois de vacances, j'ai cherché des petites informations pour pouvoir plus m'orienter sur sa pathologie et sur ses besoins qu'il aurait pu avoir à la rentrée. Et une fois que j'ai fait la rentrée avec cet élève, j'analyse pendant 1 mois les difficultés, enfin ses besoins, et après je fais en fonction... chaque élève est différent, donc on fait en fonction de l'enfant et de ses besoins. Mais malheureusement, le SS arrive un peu trop tard pour le coup. On n'a pas tout de suite accès aux modalités d'accompagnement. Voilà, c'est ça. D'accord. Peut-être que les parents sont des appuis importants, justement à la mise en place d'une AESH. Je pense que c'est les parents qui vous aident aussi beaucoup. Peut-être est-ce qu'ils vous apportent des bilans de professionnels, de spécialistes? Comment se passe le travail en lien avec les parents? Alors le travail avec les parents, c'est plus en réunion, parce que nous on n'a pas accès avec les parents, en fait on n'a pas la possibilité d'avoir les parents, ou alors il faut qu'on passe via le téléphone du collège ou de la primaire pour avoir les parents au téléphone. On n'a pas forcément accès avec les parents tout de suite. Donc c'est plus, oui effectivement, c'est les parents qui vont nous apprendre beaucoup de choses sur l'enfant, mais par moment on va surtout l'apprendre avec le temps. Je vois des enfants à l'heure d'aujourd'hui, on annonçait des pathologies et on se rend compte qu'en fait il y a d'autres difficultés derrière qui n'aident pas forcément ces pathologies-là. D'accord. Donc des fois il y a d'autres moyens qu'on peut mettre en place nous, que nous en tant que professionnels on arrive à voir, que les parents n'arrivent pas à voir. Mais voilà, les parents sont très importants dans le lien, mais on ne peut pas avancer sans les parents, mais sans l'équipe pédagogique non plus. L'un ne va pas sans l'autre. Et comment tu te présentes toi à un enfant et comment tu expliques que tu vas l'accompagner, que tu vas être une aide pour lui? Ça se passe comment ce temps? Je pense c'est un moment important dans la relation. Comment ça se passe? Moi je suis un petit clown en fait. J'aime bien faire le clown et quand je rencontre les enfants, j'aime bien les mettre à l'aise tout de suite. J'aime bien créer ce climat de confiance. S'il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas de travail. Ça faut se le dire, si l'enfant n'a pas confiance en l'adulte, on ne pourra jamais avancer. Donc j'aime bien créer ce climat de confiance, donc je fais un petit peu le clown. Je me présente gentiment, je lui explique ce qui va se passer, ce qu'on va faire, que si lui a des besoins, qu'il ne faut pas qu'il hésite de venir à moi. Voilà, je vais vraiment créer ce climat de confiance en étant un peu sur le ton de l'humour et en lui montrant aussi que je suis assez sérieuse et que voilà, si des choses ne vont pas, je saurai aussi mettre un point au problème, quoi. D'accord. Et comment tu te présentes par rapport au groupe classe? Parce qu'il y a la présentation en individuel auprès de l'enfant qui va bénéficier de ton aide. Mais comment cette aide, elle est expliquée à l'ensemble de la classe pour que les autres élèves comprennent qu'eux ne sont pas aidés, mais un tel, lui, est aidé? Et bien là, on a de la chance de pouvoir compter sur les établissements, en fait. L'établissement nous présente beaucoup. On a un grand lien avec l'établissement, que ce soit les enseignants ou le chef d'établissement. C'est eux qui vont nous présenter aux élèves. Donc les enseignants ou le chef, peu importe. Et de là après, c'est les élèves qui vont venir par curiosité nous voir. D'accord. Savoir pourquoi on suit tel élève, savoir pourquoi on est là, est-ce qu'on peut les aider de temps en temps, parce qu'eux aussi aimeraient bien avoir un petit peu d'aide, voilà, essayer un peu de gratter des informations. Donc bon, on les renseigne tant bien qu'en mal, mais après voilà, je reste encore très humaine et très dans le ton de l'humour avec les enfants, de façon à ce qu'ils ne s'imaginent pas que je suis là en tant que gendarme dans la classe, non, au contraire. Je suis vraiment à titre... du recul, je prends du recul en fait sur la situation pour me faire toute petite. Et à quel moment tu sais où commence ton aide et à quel moment tu sais te retirer dans le travail de l'enfant? Tu sais, parce qu'on pourrait avoir d'un œil extérieur cette espèce de pensée à se dire
Mais oui, mais c'est pas lui qui l'a fait, hein, entre guillemets. Il a été peut-être un peu trop aidé, tu vois. C'est à partir de quand et jusqu'à où? Alors à partir de quand je vais voir qu'il a besoin d'aide? Alors ça dépend, parce qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de reformulation de consignes, ils vont avoir besoin de traces écrites, c'est-à-dire qu'on va falloir qu'on leur montre des traces écrites, donc il va falloir forcément qu'on arrive vers eux pour leur montrer des textes. Ils vont avoir besoin aussi qu'on prenne les notes à leur place, donc ça dépend de la pathologie de l'enfant. Il y a des enfants qui sont en stress, qui n'ont pas du tout confiance en eux, donc l'approche va être différente. Donc si je vois un petit peu de stress, si je vois que l'enfant ne sort pas tout de suite ses affaires, si je vois qu'il commence à rigoler avec les autres enfants. Enfin voilà, il y a forcément éléments déclencheurs, je dirais pas trop. Je dirais que je m'assois en classe ou je reste debout à l'arrière, tout dépend de la pathologie de l'enfant, et je vais m'adapter en fonction de son comportement à lui en fait. Donc on n'a pas vraiment d'éléments déclencheurs pour le coup. Par contre, le stop, si, c'est quand l'enfant soit nous dit stop, je n'ai plus besoin d'aide, soit l'enfant nous dit je suis fatiguée, je suis stressée. Donc là, soit je prends le relais, soit je le laisse tranquille totalement. Soit il part en crise. Enfin voilà, il y a enfin, c'est difficile d'expliquer un travail d'AESH parce que tout enfant est différent, toute pathologie est différente. Et même nous, en tant qu'humains, on se lève le matin, on n'a pas tout le temps la niaque, on n'est pas tout le temps de bonne humeur, donc on n'a pas le même travail tous les jours. Enfin voilà, c'est totalement différent, mais je dirais le stress, l'énervement de l'enfant. L'enfant, quand on voit qu'il n'a plus envie de travailler, ça sera un stop pour moi. Ton accompagnement, c'est pas du prêt-à-porter, c'est du cousu main, c'est de la haute couture. C'est pas une routine, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, pour ma part, à expliquer. Parce que voilà, je suis vraiment pas dans la routine et c'est pour ça que j'aime mon travail, hein, de toute façon. Et alors tout à l'heure, tu expliquais la mise en place du GEBASCO, son élaboration. Encore une fois, jusqu'à quand tu aides un enfant? Est-ce que ton aide allait évaluer donc tous les ans, j'imagine, au moment du GEBASCO? Est-ce qu'elle est reportée sur une année supplémentaire? À quel moment ça continue? Jusqu'à combien de temps? À quel moment ça s'arrête? Qui le détermine? Comment ça se fait? Ça, malheureusement, c'est pas nous qui le déterminons. C'est pas nous, on est là pour apporter notre aide et notre soutien, que ce soit oral ou physique. Mais malheureusement, on n'a pas le pouvoir de décision derrière. Donc l'ESS va être faite et c'est à l'ESS, le coordinateur, qui va décider justement si le suivi pourrait être fait ou pas. En général, c'est toujours reconduit, il ne laisse jamais un enfant dans la difficulté. Donc chaque année, on refait le bilan pour être sûr des besoins de l'enfant, qu'on n'oublie pas certains besoins, ou alors s'il y a d'autres besoins à apporter, genre des ordinateurs, des scanners ou des choses plus importantes. Mais voilà, en général, c'est toujours reconduit l'année d'après. Il y a pas de... Mais ça, malheureusement, c'est pas nous qui sommes décisionnaires. Bien sûr, ouais. On peut apporter notre opinion, mais on n'a pas le pouvoir dessus. Et est-ce que tu accompagnes un enfant uniquement sur le temps des apprentissages, ou tu vas aussi l'accompagner dans son déplacement au sein de l'école, dans la cour de récréation, sur des temps de self voilà, encore une fois, jusqu'à où ton accompagnement? Alors là, lors d'aujourd'hui, l'accompagnement se fera uniquement en unité scolaire. Donc ça peut être en cours de récréation, par contre on n'intervient pas en périscolaire. D'accord. Moi personnellement ça m'arrive d'intervenir en périscolaire parce que je mange au self de temps en temps, donc je jette un petit coup d'œil aux élèves que je suis. Puis eux aiment bien aussi de temps en temps savoir que je suis là, donc voilà. Mais après voilà, on aide à l'intégration beaucoup, parce que les enfants ont du mal à s'intégrer, surtout les petits 6e qui arrivent. Le tremplin CM2 6e est très très compliqué psychologiquement pour eux. Donc on les aide à l'intégration, à l'autonomie, dans les actes de la vie quotidienne de tous les jours, relations sociales aussi, voilà, parce que c'est difficile des fois de se mélanger avec d'autres enfants, difficile de se dire qu'on a une AESH et pas les autres. Voilà, donc il faut la confiance en soi aussi, l'estime de soi. On intervient sur tellement de choses que je pourrais vous faire une liste super longue pour le coup, mais... Non, mais c'est ce qui est intéressant dans ton métier, c'est qu'on a une représentation, à mon avis, très limitée de votre richesse d'intervention et de votre travail. Je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de toutes les ressources que vous mettez à disposition des enfants, des parents et de l'équipe pédagogique. C'est important, voilà, mes questions peuvent te paraître un peu bêtes, mais c'est vrai qu'on a besoin de comprendre comment vous accompagnez ces enfants, et il y a tellement à faire. C'est un travail humain, hein, tout simplement. Si on n'aime pas l'humain, malheureusement, on ne pourra pas aimer ce métier, ça c'est sûr. Après, encore une fois, on a une bonne équipe. Moi, j'ai eu la chance de vraiment commencer mes 4 premières années avec une directrice au top.
Je crois que je la remercierai jamais assez. Et aujourd'hui, je travaille dans un collège, enfin, j'ai rien à dire non plus, je suis super bien accueillie, on nous a intégrés, on intègre énormément les enfants. Quand il y a besoin, c'est les premiers à être là pour nous, ou pour les enfants. Donc je veux dire, à partir de là, si on a le travail humain, qu'on aime la scolarité, parce que dans ça, le scolaire, c'est très important, sinon c'est pas la peine. Si on n'aime pas l'école, c'est pas la peine de penser à ce métier. Mais à partir du moment où on a ça, je pense qu'on a tout, quoi. On a toutes les billes et l'énergie. Tout va ensemble, quoi. Et d'après toi, comment te voient les parents? Comment te voient les enseignants? Et comment te voient les gens de ton entourage qui connaissent à peu près que tu travailles avec les enfants? Voilà. Quelle image ont les gens de toi? Je me suis jamais posé la question. Tu leur as jamais posé la question non plus? Non. Après, je sais, les enseignants nous remercient beaucoup. Quand on fait un travail avec les élèves, je sais qu'ils sont tout le temps dans la bienveillance à nous remercier. Mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Il y a mes amis qui me disent « Oh, t'es courageuse, ça doit prendre de l'énergie. » Et oui, effectivement, mais après, je mets mon énergie dans autre chose, c'est pas grave. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Je pourrais vous retourner la question, d'ailleurs. Bon, et les enfants, donc en fin d'année, comment se clôture une année? Je pense que voilà, il y a un lien fort qui se crée avec eux. C'est ça. Ce passage justement jusqu'à l'année prochaine, comment tu les rassures, comment se fait l'arrêt de la période scolaire et puis la reprise en septembre? Je dirais que l'arrêt se fait avec le début. On ne peut pas faire un arrêt sans début. C'est-à-dire que moi, je fonctionne par trimestre. C'est-à-dire on commence en septembre. Le premier trimestre, j'ai un objectif pour l'enfant. Deuxième trimestre, troisième trimestre. Arrivé au troisième trimestre, si les objectifs du premier et deuxième trimestre sont atteints, je pense que l'enfant peut partir soulagé. Je lui dirai, écoute, tu as très bien travaillé. En général, je leur fais un petit cadeau pour leur dire qu'ils ont bien travaillé. Mais en général, ils sont rassurés. Arrivant en fin d'année, moi j'ai surtout les 6e, 5e et ils sont rassurés de leur scolarité. Ils sont même fiers d'eux. Et j'espère qu'ils le seront encore. C'est notre but en tant qu'AESH, quoi. Nous, c'est notre plus beau cadeau, c'est de voir les enfants fiers d'eux et puis réussir, pour le coup. Donc, on ne fait pas la fin sans le début. Voilà, c'est toute une année complète qui permet de dire à la fin tu as eu une bonne année, l'année prochaine on rattaque sur autre chose. Tu as deux mois de vacances pour te reposer. Voilà, c'est... Est-ce que tu participes au conseil de classe? Je pourrais participer au conseil de classe. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, oui, de le faire. Maintenant, on n'y participe pas des masses, pas beaucoup. En cas de besoin, si voilà, besoin. Exactement, sur demande aussi, si on nous le demande. Mais oui, sinon on peut participer au conseil de classe, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter... alors, ça fait 6 ans que tu fais ce métier. Bientôt. C'est assez long et en même temps à la fois court dans une expérience, dans une vie professionnelle. Ton plus beau métier, ta plus belle expérience au cours de ces 6 ans, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'était ma première année, avec un élève autiste. Voilà, qui était très fermé dans sa petite bulle, comme un autiste. Hein. Et en fin d'année, à son départ, il a dû partir en Corse. Et il n'est pas parti sans me faire de câlin. Donc du coup, ce jour-là, je crois que ça a été pour moi un accomplissement sur ma vie professionnelle. Je me suis dit, en fait, voilà, j'ai réussi en une année à faire changer un enfant qui, pour le coup, ne pouvait pas forcément aller dans ce sens-là. Et alors là, ça a été pour moi juste... voilà, encore une fois, la fin d'année, voilà, on cherche que des miracles. Hein. On n'est pas magicienne, hein, ça on le sait. Mais le peu qu'on peut avoir d'un enfant, et là pour moi c'était un peu, ne serait-ce qu'un petit câlin, c'était pas grand-chose, mais pour moi c'était énorme. Rien que ça, déjà, ça m'a refait ma journée. Pour le coup. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre une AESH individuelle pour un enfant et une AESH partagée qu'on appelle AESH collective? Alors, AESH individuelle, c'est une AESH qui va intervenir uniquement pour un seul élève. Un élève qui aura besoin de 24 heures d'aide humaine. Elle va participer aux inclusions scolaires, donc dans chaque matière, maths, français, histoire, géo, ou alors travailler en UNIS avec l'AESH Co, qui pour le coup a un lien plus collectif avec tous les enfants, qui va des fois intervenir en inclusion aussi, mais elle va plus être basée sur l'ULIS, que dans les autres classes. L'AESH Co est vraiment sur la classe d'ULIS, l'AESH individuel est vraiment seul avec son élève, et l'AESH mutualisé, donc ce qui est mon cas en fait, où on accueille plusieurs élèves, parfois 3, parfois 4, ce qui est plus difficile, mais je pense que c'est largement jouable. Voilà, suivant les besoins des enfants, voilà, si on a un bon établissement qui arrive bien à gérer, à différencier et à partager
Les pathologies, enfin en fonction des pathologies des enfants, je pense que ça peut être jouable. Mais voilà, individuel, c'est toute seule, mutualisé, c'est malheureusement ou heureusement, tout dépend de la pathologie, plusieurs élèves. Et AESH Co, c'est en ULIS, en classe d'ULIS. Ok. Ça doit te demander une capacité d'adaptation à toute épreuve, parce que tu vas laisser un enfant dysorthographique, admettons, dans une classe, pour passer à un enfant autiste dans une autre, c'est ça. Pour passer à un autre enfant avec un autre trouble dans une autre, et à chaque fois t'adapter aux besoins de chacun, presque d'une heure sur l'autre. Oui, c'est là qu'arrive le travail en équipe, du coup avec l'équipe pédagogique, où on met plein de choses en place qui peuvent nous aider justement avec les enseignants, parce qu'on ne travaille jamais sans les enseignants, à montrer, à aider l'enfant à être seul à ce moment-là, quand nous on est amené à être avec un autre élève. Pour le coup, il y a un énorme travail à faire, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on a une bonne équipe, donc on arrive, tout se passe bien. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui correspond à ce que tu avais imaginé quand tu as découvert ce métier? Alors oui et non. Oui, parce que voilà, je m'attendais vraiment à aider des élèves en situation de handicap, ça y a pas de souci, et non par rapport aux moyens. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup de moyens, et malheureusement, des fois, on se sent démuni. On n'a pas forcément les réponses aux questions, on n'a pas forcément les solutions aux problèmes, donc des fois c'est très compliqué. Donc oui et non. Voilà, je m'attendais à plus de moyens, même de moi-même, à apporter plus de choses, pouvoir apporter plus de choses. Et c'est vrai que des fois c'est compliqué. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé avec tes collègues de travail? C'est plutôt un sentiment général? Je pense que c'est un sentiment général, mais c'est aussi peut-être un défaut chez moi, c'est que j'aime bien faire les choses. Donc des fois je me dis pas que ce que je peux apporter à l'enfant, je veux tellement bien apporter, être bien avec les enfants que je vais tout faire, et si ça foire, je vais me rendre malade pour le coup. Ça a été mon défaut, j'ai beaucoup travaillé dessus, et aujourd'hui en fait quand on fait AESH, il faut accepter que des fois nos solutions ne soient pas la solution pour la problématique de l'enfant. Il y a un adage qu'on écoute souvent dans notre métier, c'est obligation de moyens, mais pas de résultats. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. C'est pour nous aider aussi peut-être à prendre un petit peu de recul et à rester un petit peu humble aussi. On a obligation de déployer toutes les ressources qu'on peut amener. Malheureusement, le résultat, il ne dépend pas que de nous. Il faut rester aussi humble. Voilà, on va faire tout ce qu'on peut. Mais il y a aussi une part de pathologie, de difficulté, et puis aussi de volonté, de parcours de vie de l'enfant, de là où il en est, de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas. Quand on tend une main, il faut que l'autre en face puisse la saisir aussi à un moment donné. Donc voilà, c'est aussi c'est une aide, c'est une béquille, mais c'est pas une solution. C'est pas une solution, puis c'est difficile de se dire qu'on est là pour aider un enfant et on se rend compte qu'en fait on ne peut pas l'aider. Moi ça m'est arrivé d'avoir des enfants et de me dire en fait j'ai aucune solution pour cet enfant, qu'est-ce qui va devenir? C'est vrai qu'on a une énorme pression sur nous parce qu'on est AESH et aujourd'hui on se met nous-mêmes la pression en disant c'est un métier qui est quand même humain, on n'est pas en train de vendre des boîtes de conserve ou du pain dans une boulangerie. Donc pour le coup on a vraiment envie qu'ils aient une réussite, et quand il n'y en a pas c'est horrible, mentalement parlant c'est horrible. Moi j'ai mis du temps à l'accepter. Je l'ai accepté grâce à la calinothérapie. Avec une de mes collègues de travail on fait de la calinothérapie, ça nous permet d'évacuer en fait. D'accord. Je l'ai accepté en faisant beaucoup de sport parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et de me remettre en question beaucoup. Et pour le coup aujourd'hui c'est vrai que c'est plus facile, mais ça reste quand même humainement parlant difficile de se dire que l'enfant peut échouer du jour au lendemain et que malheureusement on est là pour l'aider et qu'on ne peut pas l'aider derrière. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on travaille dans le métier de relation, le travail ne finit jamais, dans le sens où ce qu'on va pouvoir accompagner, ce qu'on va pouvoir aider l'autre, il y a toujours une part de soi quoi. Et on se sent parfois frustré, on ne se sent pas forcément parfois toujours à la hauteur. Quand on est dans un métier de production, tout à l'heure tu parlais de boîtes de conserve, voilà, je veux dire, si la machine tombe en panne, elle tombe en panne, c'est indépendant de notre construction identitaire, de nos ressources internes. Vos connaissances, ça me rendrait malade aussi, hein. Clairement. Bon, en tout cas, on est un petit peu moins impacté dans cet échec de production quand on est dans un travail d'aide de l'autre. On peut effectivement s'en vouloir de ne pas être suffisamment à la hauteur, de ne pas comprendre, voilà. Et l'exemple que tu donnes de calinothérapie, alors ça m'intéresse parce que je ne connais pas du tout. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une de mes collègues de travail qui me l'a appris, au collège d'ailleurs.
Une personne avec qui je me suis rapprochée, qui humainement parlant, qui est comme moi, on travaille pareil. Elle est là pour mettre des coups de pied aux fesses aussi de temps en temps. Et en fait, la caninothérapie, c'est juste le matin quand on se voit, on se dit bonjour avec un sourire tout simplement. Et puis on se fait un petit câlin pour se dire allez hop, on part pour une bonne journée. Dès qu'il y en a une qui n'a pas le moral, automatiquement ça remonte. Et là, on part pour la journée au top. Et puis dans la journée, si on sent qu'il y a un petit coup de mou, pareil, entre collègues, on se fait un petit câlin et on repart. Ok. Voilà, caninothérapie. Allez, ça marche. C'est génial. Ok, je le garde en tête. Je ne sais pas si ça sera applicable dans tous les secteurs ou avec tous les collègues, mais non, je pense je pas, le garde en tête. Nous, c'est qu'entre femmes, hein, par contre. Hein, mais oui, pour le coup, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. On a une très bonne équipe là où je suis actuellement et l'une ne va pas sans l'autre. On ne peut pas travailler l'une sans l'autre, c'est pas possible. Super. C'est bien de pouvoir s'appuyer sur des gens ressources, des personnes ressources. Dans ce métier-là, oui, j'avoue que c'est top. Bon, est-ce que tu dois continuer ce métier, même avec la caninothérapie qui t'aide pendant toute ta carrière? Est-ce que tu as déjà un plan de carrière, des perspectives qui s'ouvrent à toi ou que tu aimerais saisir? Bref, comment tu te vois évoluer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Pour l'instant, alors moi je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour, donc je ne me vois pas trop évoluer. Si ce n'est que rester dans ce métier ne me dérangerait pas du tout, bien au contraire. Par contre, avec plus de moyens humains, plus d'heures, parce qu'on est en manque d'heures, ça c'est indéniable. Et voilà, et plus de collègues bienveillantes avec le smile. Je suis bien dans mon travail, donc pour l'instant je me vois pas. Je me vois pas ailleurs pour le moment en tout cas. Ok. Et quand tu dis plus d'heures, c'est plus d'heures auprès de l'enfant ou c'est plus d'heures, les mêmes heures auprès de l'enfant, mais des heures qu'on viendrait vous donner pour justement peut-être vous former sur des difficultés sur lesquelles vous avez encore peu de connaissances ou vous apporter des moyens supplémentaires, c'est ça que tu veux dire, plus d'heures? Alors plus d'heures auprès de l'enfant, ça oui, parce qu'on en manque beaucoup et plus d'heures aussi pour nous, parce qu'on n'a pas d'heures de prépa ou très peu. Et c'est vrai que des fois, quand on ne connaît pas forcément la pathologie ou qu'on la connaît, mais qu'on aimerait chercher d'autres informations, on n'a pas forcément trop le temps. Donc on aurait plus d'heures de prépa, je pense que ça nous aiderait aussi à pouvoir étayer plus d'outils pour pouvoir les aider un peu plus, quoi. Bon, c'est intéressant cet avis de vouloir apprendre, se donner les moyens de toujours découvrir des choses qu'on ne connaît pas. De la part d'une mauvaise élève, tout à l'heure tu en parlais. C'est ça, je suis méconnaissable. Alors justement, parle-nous un petit peu de ton parcours de vie, cette fameuse mauvaise élève. Cette fameuse mauvaise élève, j'ai arrêté au collège, je suis partie en apprentissage de vente. J'ai arrêté l'apprentissage de vente aussi et là je suis partie, en fait je suis tombée amoureuse d'un magasin dans ma commune. Et du coup, j'ai été embauchée direct, même sans diplôme. Donc j'ai eu une chance inouïe, j'ai travaillé 5 ans. Donc j'ai fait responsable adjointe en tant que vendeuse. Et puis vu que je suis jamais satisfaite en fait, du coup j'ai voulu partir parce que je me sentais inutile. Voilà, ramasser les vêtements, ranger les vêtements, j'adore ce métier, ça me manque par moment, mais c'est vrai qu'il me manquait quelque chose en fait pour être épanouie dans ma vie. Donc de là, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, dans des espaces verts, j'ai fait serveuse, j'ai fait femme de ménage, voilà, j'ai tout essayé, parce que pour moi tout métier est important et motivant pour notre vie future, et puis voilà, il faut apprendre dans la vie. Il faut savoir que j'ai eu ma fille très tôt, ce qui veut dire qu'il a fallu que je me construise vite, très tôt, pour prendre vite en maturité. Donc suite à ça, j'ai décidé de faire une formation de 2 ans en fait, pour être aide médico-psychologique. Donc j'ai travaillé dans différentes structures, MEX, FAU, les Tourelles, enfin voilà, plein de... Alors, je te coupe, désolé, mais comment on passe de tous ces petits boulots à la connaissance d'AMP? Comment tu as découvert ce métier d'AMP? Eh bien justement, c'était l'ennui. Quand j'étais en vente, il me manquait quelque chose. Je savais que j'avais ce lien de... J'ai toujours été fusionnelle, j'ai toujours été très proche des gens, famille, enfin j'ai toujours été très famille, très... J'étais amoureuse de la vie et c'est vrai qu'il me manquait un truc en fait dans la vente. J'avais ce lien avec les gens, j'avais le contact avec les clients, mais j'avais toujours tendance à les garder un peu plus pour discuter, raconter ma vie, raconter des petites blagues, mais il me manquait quelque chose en fait. Et le métier d'AMP, quand on regarde sur internet ou quand on regarde être soignante, infirmière, etc., j'ai découvert justement le métier d'AMP par rapport au fait, vu que j'étais pas très bonne à l'école à l'époque, il a fallu que je reprenne mes études, sauf que j'allais pas faire être soignante ou infirmière, c'était trop pour moi pour le coup, et on m'a proposé cette formation d'AMP justement. Donc de là j'ai fait un stage d'une semaine en maison de retraite,
Et après, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, c'est ça en fait que je veux faire. J'ai trouvé, je veux être proche des gens, je veux aider les gens malades, je veux aider les gens qui sont dans le besoin, les gens qui n'ont pas forcément le sourire. Parce que nous, on se rend compte aujourd'hui, tout va bien, et c'est vrai que des fois, on fait la tête, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y en a, ils vont pas bien du tout, et ils ont tout le temps le smile, quoi. Et c'est là que je me suis dit, allez hop, j'y vais. Donc j'ai fait ma formation, j'ai été diplômée, et j'ai travaillé un peu plus de 4 ans dans une structure médicalisée. Psychologiquement, c'était assez dur pour le coup. C'était vraiment le contre-inverse de ce que je voulais et de ce que je faisais avant. Je travaillais avec les accidentés de la route. D'accord. Donc pour moi, psychologiquement, c'était très difficile de couper en sortant du travail. Pour moi, à la maison, c'était encore le travail. J'arrivais pas à faire la coupure. Et puis de là, j'ai travaillé dans une autre structure, donc avec les enfants handicapés. Parce que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de moins prenant psychologiquement. Donc j'ai fini avec les enfants, chose que j'ai adorée. Puis après, voilà, le fil en aiguille, je suis devenue AESH. Et puis je continue dans ce métier-là parce que j'adore l'humain, j'adore le travail avec l'humain, le partage. Voilà. Je reste une petite fille, mais je reste humainement parlant très, très touchée par l'humain en fait. Ouais. Bon, et de retourner sur les bancs de l'école, mais pas pour apprendre, mais pour aider à apprendre. Eh ben, je pensais que ça allait être dur, mais en fait pas du tout, parce qu'à partir du moment où j'ai repris ma formation à l'école, pour passer mon diplôme d'aide médico-psychologique, pour le coup j'ai aimé l'école. Donc comme quoi, des fois quand on est enfant, on ne se rend pas compte, et c'est ce que j'explique à ma fille justement, on ne se rend pas compte que l'école est importante, on ne se rend pas compte qu'on a besoin de ça pour avancer plus tard, et moi j'étais une petite wesh-wesh, quand j'étais jeune, j'aimais pas l'école, je sortais avec mes copines, enfin voilà. Et quand on grandit, on prend de la maturité forcément. Et puis bon, j'étais seule avec ma fille, donc j'avais besoin aussi de me construire et de la construire elle. Donc c'est ce qui m'a aidée aussi à pouvoir aboutir et à savoir exactement ce que je voulais dans ma vie. Ouais, mais peut-être que tu avais mis du sens, justement, voilà, d'après tout ce que tu décris, il y avait un sens justement pour apprendre, pour te former, voilà, quand on est encore jeune et immature. Suivre des cours de français, d'histoire, etc., on n'y trouve pas toujours un sens profond. Exactement. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte. C'est ce qu'on essaie d'apprendre justement au collège en ce moment, en leur expliquant que voilà, l'école est importante. C'est vrai que des fois ça peut être un peu pénible pour le coup, mais voilà, c'est quand même important et il faut qu'il y ait suivi derrière, quoi. Ouais. Alors, en plus, moi j'ai ma fille qui, pour le coup, a eu... j'ai un peu eu le même vécu, on va dire, que les parents pour les enfants pour lesquels je m'occupe aujourd'hui, avec ma fille justement. C'est-à-dire ma fille était multi-10, donc elle a attaqué l'école très tôt, et très tôt elle a été diagnostiquée, et du coup il a fallu, moi toute seule à 18 ans, faire des pieds et des mains pour savoir où c'est qu'il fallait que j'aille, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je ne savais pas trop encore à ce moment-là quoi faire, et du coup c'est grâce justement à l'équipe pédagogique de l'école à l'époque que j'ai réussi à construire le bien-être de ma fille, et aujourd'hui je suis super fière d'elle parce qu'elle a passé son bac. Enfin, on n'était pas là au début, quoi. Donc ça a été dur au début, mais après... Tu sais par où passent les parents qui te confient leurs enfants, quelque part, parce que tu es aussi passé par là, quoi. C'est ça. Ça a été très difficile pour moi au début de me dire que ma fille avait un handicap. Rien que le mot handicap, déjà, pour moi, c'était juste pas possible. Et puis, au bout du compte, après, on s'y fait, et puis on voit que c'est pour le bien de notre enfant. Donc, du coup, ça aide. Et moi, je peux que les remercier parce qu'aujourd'hui, ma fille, je remercie aussi ma fille parce que c'est elle qui s'est donné les moyens aussi, parce qu'elle est passée par des étapes assez difficiles. Et aujourd'hui, grâce au fait de l'avoir mis justement dans des classes spécialisées et d'avoir été suivie par une équipe pédagogique, aujourd'hui, c'est une enfant qui a réussi à se construire et qui sait ce qu'elle veut dans la vie, donc plutôt cool. Qu'est-ce que tu retiens comme enseignement de ton parcours de vie, de tes expériences multiples, et qu'est-ce que tu essaies de transmettre à ta fille justement? Qu'il faut avancer sans avoir peur, que la peur n'évite pas le danger, c'est souvent ce que je lui dis, la peur n'évite pas le danger, et quand on veut quelque chose il faut se donner les moyens de l'avoir. Il y a des choses c'est plus difficile, ça je veux bien l'entendre, mais si on s'en donne les moyens, je pense qu'on peut réussir dans la vie. Rester positive, voilà, c'est ce qui fait avancer chaque jour. Et d'après toi, quelles sont les qualités humaines qu'il faut posséder aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, notamment quand on fait un métier comme le tien? Je dirais la patience, parce que si on n'a pas la patience, on ne peut pas avancer forcément. Si on veut trop vite faire, c'est pas possible, donc la patience. Je dirais l'empathie, beaucoup. Après, pour le métier d'AESH, il faut le travail d'équipe. L'équipe, le relationnel avec l'enfant, enfin voilà, faut aimer partager parce qu'on partage quand même beaucoup de notre expérience malgré tout à l'enfant.
On essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs avec chaque enfant qu'on a pu avoir au long de l'année, même voir notre enfant à nous. Puis voilà, rester bienveillant, toujours essayer d'avoir le smile, le sourire, parce que bon, quand on voit une personne le matin qui n'a pas le sourire, forcément on part sur une mauvaise journée, et la personne qui est en face de nous le ressent. Donc voilà, toujours rester positive, l'empathie, être entière, quoi. Moi je suis entière. Je ne dis pas que je suis parfaite, hein, mais je suis entière et je le partage à ma fille aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, que ça continue. Que ça continue, que les AESH soient reconnus pour le coup, parce qu'on aimerait bien être un petit peu plus reconnus. On est reconnu par l'équipe enseignant et avec les personnes avec qui on travaille, mais c'est vrai que dans le monde actuel, malheureusement, on n'est pas reconnu par l'État et c'est peut-être ce qui nous manque. Peut-être que ça nous donnerait plus confiance en nous et peut-être que ça nous donnerait plus de motivation à aller plus loin et à ne pas lâcher et à continuer de se battre pour que les enfants puissent aboutir à leur scolarité. Bon. Mais en tout cas, par les enfants et par les parents de ces enfants, j'en fais partie. Oui. Vous êtes reconnus et je pense que tout le monde peut vous dire merci en tout cas pour ce que vous faites. Merci. Merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. De rien. Merci pour cette interview. De rien. Merci à toi Nadia. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.